taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une actualité riche en rebondissements pour décrypter justement ces sujets. En face de moi, Momar Thiam, c'est encore une fois un plaisir de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayoma, bonjour aux auditeurs de Sud FM et bonjour à l'ensemble des personnes qui nous suivent et que cette émission soit toujours une institution, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Un plateau, Momar Thiam, 30 ans durant. Eh bien, 30 ans, oui, j'ose dire 30 ans et la radio n'a pas pris une ride. Cela démontre quand même le professionnalisme et la compétence de l'équipe, en tout cas qui anime cette radio sous votre direction. Et Sud est connu, et notamment la radio est connue pour son indépendance, pour son expertise et surtout pour ses compétences et sa proximité avec les auditeurs. Sa proximité de par les programmes, mais sa proximité aussi de par le traitement contextuel et organisationnel de l'information. Et j'ose dire que la radio n'a pas pris une ride. Alors oui, Momar Thiam, l'actualité, cette actualité, comme je l'ai dit, riche en rebondissements, la toute dernière, justement, relative au bureau de l'Assemblée nationale qui a décidé de surseoir au débat d'orientation budgétaire que devrait justement présenter le ministre des Finances. Oui, d'abord, sur cette actualité, que retenir ? Mais il faut d'abord se dire qu'on a l'impression d'être dans une cour de récréation politique. Ça, c'est pour l'anecdote. À toi, à moi, réponse du berger à la bergère. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui se targue d'un communiqué pour dire qu'effectivement, il attend que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit modifié pour qu'il puisse se présenter, parce qu'il faut rappeler qu'en 2019, quand le poste de Premier ministre a été supprimé, ça a impacté sur le règlement intérieur concernant en tout cas la prestation du Premier ministre, la communication du Premier ministre auprès de la représentation parlementaire, et tout ça n'a pas été retouché jusque-là. Pour rappel, le député Teki, Lamine Diallo à l'époque, avait pointé du doigt justement cette incohérence et cette fracture dans la prise en compte de la communication du Premier ministre et avait demandé au président de l'Assemblée nationale justement de faire le nécessaire pour que cela soit corrigé. Ça n'a pas été le cas et c'est cette fracture aujourd'hui qui explique entre autres cette défiance, si je puis dire, du Premier ministre Ousmane Sonko par rapport à la représentation parlementaire pour ne pas aller faire sa déclaration de politique générale. Et derrière, vous avez les représailles justement du groupe Benno Bokk Yakaar et notamment à travers le bureau de l'Assemblée nationale qui a demandé à surseoir justement à la présentation du débat budgétaire que devait faire le ministre des Finances. Mais tout cela ressemble un tout petit peu à de la politique politicienne, provocation contre provocation, et ça n'honore pas l'Assemblée nationale qui est quand même le lieu par excellence de la communication politique même et de la communication gouvernementale. Parce que rappelons ce que c'est une présentation, une déclaration de politique générale. C'est le Premier ministre qui vient devant les députés, devant la représentation parlementaire, exposer les grandes orientations de sa politique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Comment, avec quels moyens et selon quels résultats ? C'est une référence. Hein? C'est plus qu'une référence, c'est une pratique républicaine qui est inscrite dans la Constitution. Et l'usage veut que le Premier ministre, dans les 3 mois qui suivent sa nomination, vienne justement tenir cet exercice de communication politique auprès des représentants du Parlement, et notamment les députés, pour éclairer un tout petit peu l'opinion sur la conduite et sur l'orientation qu'il va donner à sa politique. Mais cette fois-ci, il n'est pas tenu par le temps. C'est pas une obligation. Le problème, c'est que vous avez des incohérences qui s'enchaînent, notamment le règlement intérieur depuis la suppression du poste du Premier ministre et son rétablissement, qui fait défaut. Et c'est fort de cette incohérence que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko,
de bon droit à demander à ce que cela soit corrigé. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée Conformément au règlement nationale. intérieur. Seulement, dans sa communication, le fait qu'il ait rajouté que si ce n'est pas le cas d'ici le 15 juillet, qu'il tiendra, si vous voulez, une communication auprès d'un jury populaire avec des universitaires, des représentants de la société civile, des leaders d'opinion, des personnes apolitiques. Bon, je dis ça, c'est dans le domaine de la provocation politique, provocation pour provocation. Mais en tout cas, ça n'honore pas nos institutions et ça n'honore pas non plus et la représentation parlementaire et l'institution ministérielle qui est représentée par le Premier ministre. Et là, de ce fait, aujourd'hui, sommes-nous en train de vivre les prolongations de la dernière présidentielle ou, comme en toute démocratie, les rapports entre opposition ou majorité présidentielle se distinguent en termes de rapports de force? Mais vous savez, les rapports de force ont toujours existé à partir du moment où un président nouvellement élu ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Quelquefois, c'est même un peu une incohérence. Une incohérence en ce sens que la majorité, aujourd'hui, somme toute relative, qui est détenue par le Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, constitue un bloc et qui veut, à la limite, créer une autre saison de la présidentielle, pour reprendre un tout petit peu votre argumentation. Donc, un prolongement de cette présidentielle pour dire au président de la République, au gouvernement dirigé par M. Ousmane Sonko, attention, vous avez le pouvoir exécutif, mais le pouvoir parlementaire, quelque part, est entre nos mains, même si on ne dispose que d'une majorité relative. Et que demain, on peut faire prévaloir ce vote de méfiance à l'Assemblée nationale si vous faites votre déclaration de politique générale, donc faire tomber le gouvernement. Ce qui est un scénario catastrophe pour un pouvoir qui vient d'être élu. Alors que les dispositions même de l'Assemblée nationale disent que d'ici le mois de septembre, donc la date du 15 septembre, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a le loisir, ou même ce pouvoir discrétionnaire, de dissoudre l'Assemblée nationale, donc de provoquer des élections législatives anticipées, afin de pouvoir s'octroyer une majorité qui pourrait soutenir les grandes orientations de sa politique et dirigée et coordonnée par M. Ousmane Sonko comme Premier ministre. Vous avez suivi justement la sortie du président du groupe parlementaire Benno, qui ajoute ne pas écarter l'idée d'empêcher cette dissolution de l'Assemblée nationale en introduisant une proposition de loi. Mais vous savez, introduire une proposition de loi, c'est une chose. Le dire, c'est autre chose. Mais l'impact de cette proposition de loi peut être autre. Je veux dire par là... C'est nul d'effet pour vous? Je veux dire par là... C'est nul d'effet? Non, mais ça ne peut pas être suivi d'effet pour la bonne et simple raison. C'est que la session parlementaire, la prochaine session parlementaire, c'est au mois d'octobre. Et au mois de septembre, comme je vous l'ai dit, et comme on l'a redit encore ici, le 15 septembre plus précisément, le président de la République peut disposer de ce pouvoir discrétionnaire de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas voter une loi clarifier d'abord davantage le débat entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire par une vote d'une loi qui empêcherait le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça fait partie de la gesticulation politico-médiatique. Donc, réponse du berger à la bergère. Mais ce n'est pas, à mon sens, le débat qui est le plus important aujourd'hui, compte tenu des priorités qui existent dans ce pays, auxquelles doivent s'attaquer justement les tenants du pouvoir. Beaucoup d'autres voix s'élèvent, Momar Thiam, pour demander tout simplement à ce que l'on corrige ce manquement et justement permettant au Premier ministre de procéder à la déclaration de politique générale. Mais Bayoumar, le problème de fond, c'est qu'à partir du moment où il y a des incohérences, des entorses quelquefois, dans le règlement intérieur, et je dirais même au-delà du règlement intérieur, dans la Constitution. Parce que quelquefois, on arrive au pouvoir et on se permet, parce qu'on a le pouvoir, on se permet de mettre en place ou de provoquer des entorses à la pratique républicaine. Voilà ce que cela amène, voilà ce que ça induit comme conséquence. Si, depuis 2019 ou depuis 2021, quand on a rétabli le poste de Premier ministre, cette correction avait été opérée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le Premier ministre Ousmane Sonko serait présent certainement devant la représentation parlementaire et ça donnerait à cet exercice de communication politique pour dégager les grandes orientations de sa politique. Mais à partir du moment où cette tension, on l'a laissée comme telle et que certains se sont accommodés de ça
avant, de part et d'autre. De part et d'autre. Oui. C'est une responsabilité partagée entre le pouvoir, mais aussi entre l'opposition. Chacun joue avec ses armes. Mais il y a que Mamadou Diallo avait déjà introduit une saisine auprès du président de l'Assemblée nationale pour relever ce manquement. Mais ça se posait la question de savoir pourquoi à cette époque le président de l'Assemblée nationale, Mame Diop, n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour justement statuer là-dessus et réagir. Et donc le Premier ministre Ousmane Sonko, je veux dire gage pour gage, est tout à fait fondé et légitimement de dire: j'attends que l'on corrige ce règlement intérieur pour pouvoir me présenter devant cette représentation parlementaire. Sauf que, à mon sens, en termes de communication politique, il pouvait peut-être s'arrêter là. Mais provocation pour provocation, parce qu'on le sait qu'il est toujours dans une logique de bataille politique, c'est quand il a dit, quand il écrit, que si ce n'est pas le cas, je vais me présenter devant un jury d'honneur. Mais ça, c'est aussi faire une entorse à la Constitution, mais aussi à l'usage républicain. Parce que le jury d'honneur, légalement constitué, c'est l'Assemblée nationale. Donc, on ne pense pas, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'un seul instant, qu'en disant cela, qu'il soit vraiment dans le vrai. C'est plus de la gesticulation politico-médiatique qu'autre chose. Je ne pense pas que demain, le 15 juillet, si ce n'est pas le cas, si le règlement interne n'est pas modifié, que le Premier ministre s'adonne justement à cette deuxième hypothèse qui est de se présenter devant un jury. Il y a une possibilité de corriger, non? Et justement, mais tout simplement, de dépasser cette situation. tout simplement. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la représentation parlementaire de corriger cette entorse-là au règlement intérieur pour pouvoir permettre au Premier ministre d'aller justement devant les députés? Mais justement, un groupe comme Wallu a, du point de vue de l'initiative, la possibilité justement de réagir, non, à cet effet. Mais vous avez bien vu que le groupe Wallu, on ne l'a pas encore entendu sur cette question. Peut-être quelqu'un qui incarne des groupes Wallu, comme le président Doudou Wade, s'est exprimé sur la question et a dégagé des pistes de résolution. Ça, c'est de la sagesse politique. Comme l'ont fait aussi, et comme veulent le faire Moundiaye Cissé, mais aussi le professeur Babacar Gaye, heureusement, qui a des bonnes volontés, justement, qui cherchent à trouver la ligne médiane pour éviter, justement, une crise institutionnelle, une crise politico-institutionnelle qui n'a pas... le Sénégal n'a pas besoin. Qui n'a même pas son droit d'être aujourd'hui, compte tenu des urgences qu'il y a dans ce pays. Des urgences qu'il y a dans ce pays. Attendons de voir les prochains jours. Mais alors, s'agit-il ou sommes-nous en train de vivre réellement une crise institutionnelle ou plutôt plus politique? Moi, je pense que je parlerais plutôt d'une crise médiatico-institutionnelle parce que finalement, c'est la presse qui en fait les choux gras. Et effectivement, la presse étant le relais, étant le relais des hommes politiques et des gouvernants, je veux dire, opposition comme pouvoir, en fait, c'est choux gras parce que cela donne si vous voulez, un aspect événementiel, politico-événementiel à cette cause-là, qui est une cause qui est purement institutionnelle. Alors qu'il s'agit tout simplement de corriger ces incohérences qu'il y a dans le règlement intérieur pour ne plus parler de cela. Mais figurez-vous qu'au moment où on parle de la baisse des prix des denrées de première nécessité, notamment du pain, de l'huile ou, je ne sais pas moi, du riz, etc., qui sont quand même des questions essentielles pour le quotidien des Sénégalais. Qui aurait dû faire objet de débat à l'Assemblée. Qui aurait pu faire objet de débat, parce que certains disent que la baisse n'est pas conséquente, d'autres disent que c'est déjà une baisse, c'est déjà pas mal, c'est une étape de franchie. On s'arc-boute sur des questions politico-politiciennes, ou quelquefois même qui dérangent davantage le socle même de la Constitution, puisque là, on s'attaque, certains parlent de la Constitution, d'autres parlent de l'usage constitutionnel, d'autres parlent de tradition républicaine. On ne sait même plus à quel sens se vouer. C'est dommage. Je dis que c'est vraiment dommage. Le Sénégal, les Sénégalais n'ont pas besoin de ce type de débat. Il y a des urgences qui sont là. Vous avez la baisse des denrées de première nécessité, vous avez la question énergétique, vous avez aujourd'hui le premier baril de pétrole qui est sorti et qui peut faire l'objet de débats sur des orientations budgétaires. Et je pense que même le bureau de l'Assemblée nationale aurait dû se passer de cette représaille politico-médiatique pour dire finalement le ministre des Finances ne pourrait pas venir
à l'Assemblée nationale, débattre justement des orientations. Que quelque part, cette défaite subie au soir du 24 mars, justement, est la principale source. Mais en même temps, on est en politique. La politique régente un tout petit peu la société. C'est à l'image de la société. On aime bien polémiquer sur des choses, surtout quand on est en face d'une défaite qu'on n'a pas encore digérée. Aujourd'hui, cela réveille davantage une bonne partie de l'opposition, même si cette opposition elle est hétéroclite, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va diriger les débats. Je viens de voir que l'ancien Premier ministre Amadou Ba est candidat malheureux de la présidentielle a réagi pour dire que c'est sacré cette déclaration de politique générale. J'ai vu M. Bougane Gueye Dany s'attaquer à Ousmane Sonko avec si vous voulez, avec des termes détournés, mais on comprendra les dessous souterrains de son discours. Et vous avez d'autres personnes de la société civile qui se sont levées pour dire stop. Tout cela est puéril et hors objet. L'objet ou les objets qui intéressent les Sénégalais, c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Oui, on a parlé éventuellement d'une initiative consistant à dissoudre l'Assemblée nationale et aller vers de nouvelles élections législatives. Oui, de ce point de vue également, quelle compréhension doit-on en avoir? Parce que quelque part, la légitimité est-elle en cause véritablement avec cette Assemblée nationale? Mais Bayoumar, c'est tout à fait normal et légitime qu'un pouvoir nouvellement élu veuille avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer ces textes de loi. Alors imaginez que l'Assemblée nationale soit encore entre les mains de l'opposition. Mais la déclaration de politique générale fera face à un vote de défiance. Mais ce n'est pas une première. Moustapha Agnès en avait vécu l'expérience aussi. Bien sûr. Oui. Mais on n'a jamais vécu l'expérience d'une cohabitation politique au Sénégal où le Premier ministre est issu des rangs de l'opposition. En France, ça s'est fait à deux ou trois reprises. Mais l'expérience n'a jamais eu lieu, en tout cas au Sénégal. C'est tout à fait normal que le président Diomaye Faye et son premier Ousmane Sonko, fort de leur victoire avec 54% au premier tour, veuillent s'arroger quand même une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer les grandes orientations de leur politique économique et sociale. Parce que, qu'est-ce qu'on dirait si cette même configuration de l'Assemblée nationale restait encore en place? Et qu'est-ce qu'on dirait si demain, ils organisent, en tout cas, s'ils vont dissoudre l'Assemblée nationale et qu'il y a encore une majorité relative ou une majorité éclatée entre Yewwi Askan Wi, entre le PDS et ceux qui sont autour du PDS, même si le PDS avait appelé à voter pour Diomaye Faye à la présidentielle, mais qui est plus dans une observation participative. Parce que depuis ce soutien du PDS à la présidentielle, on n'a pas encore entendu le PDS, en tout cas, défendre ou infirmer des décisions ou des orientations jusque-là prises. Ils sont mieux dans un silence assez... Ils sont dans ce que j'appelle une observation participative. C'est peut-être bien joué de leur part, parce que tout simplement, s'ils haussent la voix ou s'ils sont contre sur des orientations que du nouveau gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, alors qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer en parlant d'un candidat potentiel, pour eux en tout cas celui qui dirigerait la manœuvre, puisqu'on sait que Karim Wade ne viendra pas, ou il va venir ou ne viendra pas, on ne sait pas encore, ils peuvent aussi se brûler les ailes. Donc il vaut mieux être dans le réalisme politique, à savoir faire de l'observation participante, comme on le dit en communication, c'est-à-dire on est avec vous, on observe, on analyse, on prend du recul, mais on ne réagit pas. Du moins pour l'instant. Donc, Yewwi Askan Wi a besoin, au-delà du soutien du PDS, d'avoir une majorité. Une majorité en tout cas forte, pour pouvoir épauler le gouvernement dans ses grandes manœuvres et notamment dans les orientations de politique générale. Et comment se dessine désormais la perspective? Mais la perspective, elle est très simple. Moi, je pense que, à défaut de corriger les incohérences du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on va finalement vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que même si le groupe Benno Bokk Yakaar se targue en tout cas de la perspective d'une vote de loi pour ne plus permettre au président de dissoudre, mais ça, ce groupe ne peut le faire qu'à la prochaine session parlementaire
mais qui va s'ouvrir au mois d'octobre. Parce que là, les députés, les représentants, les parlementaires vont partir en vacances. D'accord? Mais le 15 septembre, le président aura le loisir. Et qui finalement tire profit de cette situation alors? Mais vous savez, dans des situations comme ça, vu qu'on est dans un régime présidentiel et de hyper-présidentialisme, le président de la République a toujours le dernier mot. Donc forcément, le nouveau pouvoir élu aura en tout cas les coudes assez franches, puisque cette chape de plomb que constitue la dissolution et que ne veut pas, à juste titre et légitimement, Benno Bokk Yakaar, est sur la tête de l'Assemblée nationale. Et le moment venu, le président peut dire « je dissous ». Je dissous l'Assemblée nationale. Dissous de l'Assemblée nationale. Que risque Ousmane Sonko? Ou finalement, comment apprécier son attitude par rapport à cette situation aujourd'hui? Parce que quelque part, on a parlé de risque de défiance ou justement de motion de censure. Finalement, à ce niveau-là précis. Mais il faut se placer sur deux hypothèses. Oui. La première hypothèse, c'est de dire l'Assemblée nationale dit « ok ». Avec le président Mame Diop, on va corriger les incohérences du règlement intérieur. Et là, le Premier ministre Ousmane Sonko sera en face. C'est la volonté de la majorité. Des Sénégalais. Des réactions. Le bon sens voudrait que cette incohérence-là soit corrigée, que ces entorses-là soient corrigées. Et qu'on passe à l'essentiel. C'est-à-dire que le Premier ministre Ousmane Sonko se présente devant la représentation parlementaire. Et là, on est en face de deux hypothèses. Soit il y a une vote de méfiance ou une vote de confiance. Mais avec quelle majorité? Si le groupe... On ne connaît pas réellement la configuration actuelle de l'opposition. Si le groupe Walou est toujours dans la dynamique de soutien, en tout cas de la candidature de Diomaye Faye et du président de la République, le vote de défiance ne pouvait pas passer. Parce que forcément, il va y avoir une discussion entre le groupe Yewwi Askan Wi et Walou. Et qui fera le contrepoids pour ne pas faire tomber le gouvernement. Maintenant, si par hasard, par pur hasard, scénario catastrophe, il y a ce vote de défiance-là passe et que le gouvernement ne bénéficie pas de ce vote de confiance-là, le gouvernement tombe. Là, on sera, en tout cas, devant un cataclysme politique, parce que c'est le Premier ministre qui a engagé sa responsabilité et la responsabilité du gouvernement, et c'est la personne même de Ousmane Sonko qui sera en tout cas au devant de la scène, et ce sera quand même une bonne, en tout cas un coup qui est porté quand même au Premier ministre, mais aussi au-delà du Premier ministre, à la personne même de Ousmane Sonko. Et justement, ce contexte politique, cette situation politique, comment l'appréciez-vous à l'aune des urgences? Vous avez parlé d'autres urgences sur lesquelles pourraient justement faire objet de discussion, de négociation et même de débat aujourd'hui, qu'on soit là, finalement, l'agenda politique détermine le rythme. Mais moi, j'ai l'impression que les hommes politiques n'ont pas appris les leçons de cette présidentielle qui vient de se passer et qui a vu l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez une bonne partie de l'électorat qui n'est pas en tout cas dans la politique politicienne, dans les discussions institutionnelles, etc., qui est plus dans le réalisme politique, c'est-à-dire parlons des urgences, parlons de l'emploi, parlons de la baisse des prix dans les premiers, parlons de la sécurité, de la santé, parlons de la santé, et parlons de nos relations de bon voisinage avec les pays qui nous entourent, parce que vous avez cette ceinture d'insécurité, comme je l'appelle, avec le djihadisme qui est quelque part à nos portes, à travers le Mali, à travers la Guinée, à travers le Burkina Faso. Et ce sont des questions essentielles qui sont là et que on s'arc-boute aujourd'hui dans des débats puérils, comme je le dis, dans des débats politico-médiatiques ou même politiciennes qui font que ça n'honore pas, en tout cas, l'esprit même de l'élection présidentielle, c'est-à-dire des leçons qu'on a tirées de cette présidentielle-là. Et là, j'en appelle justement à l'esprit républicain, mais aussi au sens des responsabilités et du réalisme politique des nouveaux tenants du pouvoir, essayer de ne pas tomber dans ces travers de débats politico-politiciens qu'une bonne majorité de la population, en tout cas, n'approuve pas, et que les jeunes même ont relégué aux oubliettes, puisqu'on a vu que le vote jeune a été assez constant, a été assez consistant, a été assez présent dans cette présidentielle,
attaquons-nous à des questions qui impactent sur le quotidien des Sénégalais. Mais il y a quand même une actualité heureuse qui est ce premier baril de pétrole qui est sorti. J'ai vu les images du président Diomaye Faye qui était sur la plateforme de Sangomar. Je veux dire, là, on est quand même en face d'une situation qui peut prédire des lendemains meilleurs si toutefois on a le sens de l'organisation, le sens de la transparence, mais aussi le sens de la gestion des affaires publiques autour de ces questions de la manne pétrolière. Parce que tout le monde parle du pétrole, tout le monde parle du gaz. Mais le débat devait tourner autour de l'impact de cette manne du pétrole et du gaz sur les populations. Comment va se faire les clés de répartition de cette manne pétrolière? Et le débat de l'orientation budgétaire aurait pu justement permettre cela. Et c'est dommage, c'est pour ça que je dis c'est dommage que cette réponse du berger à la bergère tourne autour de l'annulation de ce débat-là. Les médias devaient davantage, à mon sens, contenir ce débat-là au-delà de la représentation parlementaire et permettre aux communs des mortels sénégalais, aux citoyens sénégalais, de s'imprégner de ces ressources-là et de l'organisation et de la clé de répartition des ressources issues de cette manne-là. Mais s'arc-bouter sur des débats de politique politicienne et qui ne l'honorent pas et qui davantage, portent un coup même aux institutions par ricochet, puisqu'on parle quand même de pratiques républicaines, on parle aussi de pratiques qui sont inscrites dans la Constitution. Mais on va où? On n'a pas besoin de cela. Du rapport entre les institutions également devrait faire l'objet de discussions, mais également de négociations, que les institutions dialoguent entre elles, se parlent pour éviter justement certaines crises. Mais vous avez eu ce fameux débat que le président de la République a initié avec son Premier ministre, une fois élu, le débat sur les institutions, sur la bonne gouvernance, etc. Et on a vu que avec la justice, par exemple. Avec la justice, etc. Mais le débat de fond, c'est quoi? C'est comment sauvegarder le dialogue interinstitutionnel. Le dialogue interinstitutionnel. Mais le débat de fond, c'est comment faire en sorte que ce socle institutionnel cimente davantage notre démocratie et notre fonctionnement démocratique. Mais si on a des débats de ce type, de politique politicienne qui, par ricochet, empiètent sur le fondement même de la Constitution, on est en droit de se poser la question de savoir, mais est-ce que ces rencontres-là qui étaient prévues et qui ont donné droit à des discussions franches, et à des discussions de haut niveau sur ces questions-là, avaient ces raisons d'être. C'est dommage parce que le nouveau pouvoir a quand même une occasion extraordinaire aujourd'hui de laisser une empreinte indélébile dans la gestion de ce pays. Voilà un pouvoir qui avant s'est battu avec ses propres armes, avec tout ce que cela a pu provoquer comme mort des personnes décédées, des emprisonnements, des pertes de postes, etc. Et qui aujourd'hui arrive au pouvoir fort de 50% des votes au premier tour. C'est-à-dire qu'il y a quand même entre ses mains une légitimité démocratique assez solide. 58% de l'électorat. Et qui a en face une représentation parlementaire qui est, somme toute, détenue de manière relative, je parlais de cette majorité relative, par une opposition. Et qui a aussi une opposition, quelque part, qui est plus ou moins disparate et qui cherche, en tout cas, la meilleure formule pour s'attaquer davantage à ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir a la légitimité populaire. Et cette légitimité populaire vous impose des droits et des obligations. Et pour moi, les droits et les obligations tournent autour d'une seule chose, c'est s'attaquer à ce qui constitue des priorités pour cette majorité-là qui a voté pour vous. Alors, comment apprécier les actes posés par les nouvelles autorités si on part du fait que, par exemple, il y a eu l'annonce de la baisse des coûts de certaines denrées de consommation courante, de ce point de vue, quelle appréciation en termes d'évaluation? Mais en termes d'évaluation, vous savez, l'évaluation exhaustive ne pourra se faire qu'après peut-être 3 à 6 mois de pratique. On va voir si justement ces mesures ont impacté
de façon réelle sur le quotidien des Sénégalais. Certains se sont dit, ce sont des baisses qui sont minimes. Minimum, comme on dit. Mais une baisse n'est jamais minime. Parce que, je veux dire, le panier de la ménagère va s'enrichir davantage parce qu'on pourra affecter, en tout cas, cette baisse-là, l'argent issu ou les ressources issues de cette baisse-là pour être orientés par la ménagère vers d'autres besoins. C'est déjà quelque chose. Donc, il faut d'abord se satisfaire. Parce qu'un État ne peut pas, par un claquement de doigts, dire on baisse les prix. Ça ne se passe pas comme ça. Il a fallu des négociations, il a fallu la compréhension des acteurs économiques et notamment des gages qu'a donné le gouvernement, en tout cas à ces acteurs économiques-là, qui travaillent aux industriels, aux chefs d'entreprise, etc., pour dire il faut aller dans ce sens-là. C'est une volonté commune. Donc il faut s'en satisfaire, en tout cas pour le moment. Maintenant, espérons qu'avec la manne financière issue de l'exploitation du pétrole et du gaz, le gouvernement aura quand même des coudées assez franches pour en faire davantage, pour permettre en tout cas à la ménagère de se dire finalement cette baisse est une véritable, et en tout cas une réalité, est un acte réel qui impacte sur notre quotidien et qu'on peut s'en satisfaire. Mais il faut d'abord donner un bon point, en tout cas, au gouvernement sur cette question. Et justement, les urgences sont assez complexes, justement, en termes de teneur, mais surtout face aux impatients aujourd'hui. Les défis à relever face à ces nouvelles autorités vous paraissent de quel ordre, finalement? Mais vous savez, tout est défi, tout est urgence, en tout cas, chez nous. Comment rassurer ces impatients? Ce qu'on qualifie les impatients, comment les rassurer? Déjà, il faut les catégoriser. Avoir une meilleure compréhension de ce que vous appelez les impatients. Vous avez ceux qui ont voté pour Diomaye et qui se disent on a voté parce que on en avait marre de tout ce qui était jusque-là. On a essayé le socialisme avec Abdou Diouf, on a essayé le libéralisme avec Abdoulaye Wade, on a essayé la sociale peut-être démocratie, si je peux caricaturer, avec Macky Sall. Mais pourquoi ne pas essayer ce qui ont appelé à une rupture totale dans la pratique de la gestion de la chose publique. Transformation systémique. Une transformation systémique. Mais une transformation systémique, c'est quand même un bien grand mot, mais quand même qui inclut en termes de contenu, je veux dire, des résolutions qui sont assez gigantesques et qui touchent à beaucoup de choses. Cela, à mon sens, cette catégorie-là est dans l'expectative et regarde d'un bon œil ce qui est en train de se tramer. Il voit que, d'accord, le gouvernement a décidé peut-être de réduire le train de vie de l'État par la nomination du gouvernement restreint. Pas mal. Il voit que la plupart des postes de direction générale ont été changés, peut-être avec des profils au même titre que quand on a nommé des membres du gouvernement, et des profils quelquefois qui sont plus ou moins acceptables compte tenu de leurs compétences, de leur background, etc. Et cette catégorie dit, c'est un bon début. Mais vous avez aussi une bonne masse, ce que j'appelle la masse critique, qui attend les fruits justement de son investissement politico-électoral pour dire, moi je veux une baisse du prix du pain, je veux une baisse des denrées de première nécessité pour schématiser. Un meilleur accès aux soins de santé, de qualité, je veux une meilleure sécurité. Oui. Je ne veux plus faire face à des agressions, etc. Je veux une puissance publique qui s'affirme devant tout ce qui est tard de notre société. Je veux une meilleure santé. Je veux aller, quand je vais à l'hôpital, qu'on ne me fasse pas attendre, quand c'est une urgence, qu'on ne me fasse pas payer. Je veux le respect des institutions, je veux la transparence, etc. Mais tout cela, pour un gouvernement, c'est un chantier qui est gigantesque parce que plus ou moins tout est lié. Et donc, le gouvernement, il va y aller pas à pas. Est-ce que le pas est assez lent ou assez long ou assez dynamique? Ça, c'est peut-être à l'électeur d'en juger. Parce que chaque électeur a sur ces questions-là, des problématiques et des préoccupations personnelles. Et donc, chacun y va de son jugement. Et vous avez, justement, dans cette masse critique-là, une bonne majorité qui va vous dire, c'est pas assez rapide. Ah, on ne le sent pas encore. Le gorgorou, il est toujours là. Il se débat comme un beau diable.
il y a toujours l'insécurité, même si la police communique Ah beaucoup, oui, mais etc. et puis de plus en plus quand même, on est en présence des forces de sécurité qui veillent au grain Mais à chaque coin de tout rue, à fait, de plus en mais plus. Tout à hein. fait, tout à fait. Et vous avez aussi, dans cette masse critique, certains qui vont vous dire, mais finalement, regardez pour les questions de transport, mais c'est de mieux en mieux, parce qu'on a le BRT, c'est plus rapide, il n'y a pas d'embouteillage. Et d'autres qui vont vous dire, ah tiens, même pour les fêtes, on peut se déplacer plus facilement parce que le président de la République a pris une mesure qui était de mobiliser les bus de Sénégal de Mdik avec des prix qui sont accessibles à tout un chacun et que finalement c'est peut-être un coup politique, c'est un coup de pub, c'est peut-être la communication politique par l'acte qu'on a posé, mais c'est finalement pas mal. Et donc, le gouvernement est quelquefois dans des phases de testing et qui voit que jusque-là, l'opinion adhère. L'opinion est aussi dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, parlant du Parti démocratique sénégalais, dans une phase d'observation attentive. Pas participante, mais plutôt attentive. Et donc, le jugement pourrait se faire si toutefois il y a des élections législatives. Là, on verra de surtout quel côté, dans le débat. dans le débat, de quel côté va pencher la balance. Est-ce Alors, que c'est il y a cet empressement, ce bon vouloir que les choses aillent vite et bien pour le compte de la grande majorité a été prise en charge ou pas? C'est peut-être les élections législatives. Et la posture incarnée jusqu'ici par Amadou Ba, on sent quelque part une volonté de prendre en main son propre destin politique à travers les actes qu'il pose. Comment appréciez-vous de plus en plus cette posture? Vous savez, c'est ici même, sur ce plateau d'objection, au plus fort de la campagne électorale, j'avais dit que le Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, devait prendre son destin en main, avait des occasions, mais pas possible, de s'affirmer davantage, de se libérer du poids de Macky Sall qu'il avait choisi et du poids de certains classiques. Alors doit-il se départir de l'appareil de Benno, avec l'acte qu'il a posé en appelant à une nouvelle responsabilité, c'est une manière de dire que au-delà de Benno Bokk Yakaar, je me pose en leader de l'opposition, puisque je suis arrivé deuxième à la présidentielle, si on est dans ce format-là, et que j'appelle à une nouvelle responsabilité devant les chantiers qui nous attendent pour ce pays. Responsabilité citoyenne. Mais, sauf que là, il va être le leader de deux oppositions. De l'opposition il va être le leader de l'opposition face au pouvoir exécutif qui est aujourd'hui symbolisé par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi une opposition qui est autour de Macky Sall avec l'APR, puisque certains sont toujours derrière l'ancien président Macky Sall, qui tient les rênes de l'APR, même s'il les tient à distance. Donc il sera écartelé entre une opposition face au pouvoir, mais face aussi à une autre opposition qui est incarnée par les anciens tenants du pouvoir, à la personne de Macky Sall et de ses anciens collaborateurs. Est-ce que Momar Thiam, conseiller en communication, invité d'objection, ne craignez-vous pas de la dissidence au sein de Benno, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale, avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Mais de toute manière, la dissidence, elle est déjà là, devant nous. Mais est-ce qu'on peut qualifier l'acte qu'a posé Amadou Ba comme étant un axe de dissidence ou de méfiance vis-à-vis de Benno Bokk Yakaar? Et si on sait que certains députés de Benno Bokk Yakaar sont encartés Amadou Ba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, simple hypothèse de travail, si le Premier ministre Ousmane Sonko décide finalement de se présenter devant la représentation parlementaire, qu'est-ce qui dit que ceux qui sont avec Amadou Ba ne vont pas voter un vote de confiance et lui permettre de continuer son travail pour faire barrage justement à ce qu'on prétend être avec Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Parce que c'est là où justement la nouvelle responsabilité de Amadou Ba prend tout son sens. Ils vont rouler pour qui, ceux qui sont avec Amadou Ba? Les députés encartés Amadou Ba vont rouler pour qui? Quand on sait que quand vous dirigez un parti, comme l'a fait l'ex-président Macky Sall, et que vous dirigez ce parti en étant à l'étranger,
Vous ne pouvez pas tenir toujours les rênes de ce parti et être assez présent et avoir le droit d'imposer votre bon vouloir. On l'a vu avec Karim Wade et le PDS. Finalement, on a vous ne pouvez pas diriger par procuration. Deux leaders d'opposition à l'étranger. Oui. Alors, justement, de ce point de vue, Tahaou Sénégal également reste une préoccupation. Jusqu'ici, on ne les entend pas. Oui, justement, ça également, c'est une posture à analyser. Pour retenir quoi? Moi, j'ai l'impression que la présidentielle, avec cette victoire à 54,28% de Bassirou Diomaye Faye, a anesthésié complètement les autres partis, les autres mouvements ou les autres coalitions. Et particulièrement Tahaou Sénégal. Qui se donne le temps de la réflexion. Je pense que Tahaou Sénégal doit être dans la posture d'analyse de l'existant politique aujourd'hui, compte tenu de cette déconvenue monumentale à la présidentielle. Ça les a complètement anesthésiés, comme ça a anesthésié peut-être à un moment donné le groupe Benno Bokk Yakaar, et qui s'est réveillé avec cette histoire-là politico-médiatique autour de la déclaration de politique générale. On n'entend pas Khalifa Sall, on n'entend pas Barthélémy Diaz, même si Barthélémy Diaz pose des actes forts, en tout cas en tenant la mairie de Dakar, et sur la ville de Dakar. Il fait un travail quand même qui est assez remarquable, ça il faut le reconnaître. Mais ça les a complètement anesthésiés, ça les a complètement éteints. Je pense qu'ils sont plus dans la logique d'analyse de l'existant politique après cette déconvenue de la présidentielle, et de voir après quelles leçons en tirer et quelle posture avoir, parce qu'il faut avoir une posture et une bonne posture. De retrouvailles de la grande famille socialiste. La grande famille socialiste, vous savez, j'ai l'impression que quelquefois c'est une chimère. Parce que évidemment, quand on se regroupe entre perdants, il est plus facile d'avoir les mêmes arguments et de pouvoir avancer que quand tu en as un qui gagne et l'autre qui est plus dans une déconvenue mais qui n'est pas assez monumentale. Et aujourd'hui, ils ont tous, en tout cas, subi cette déconvenue politico-électorale. Et donc, forcément, il va falloir qu'ils se retrouvent, mais sous quel terme et selon quelle modalité et avec quel leadership. Parce que le problème de leadership va se dessiner. Le problème de leadership va se dessiner. En tout cas, justement, eu allusion à la réaction également d'Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste, une attitude beaucoup plus sage par rapport à la situation qui laisse transparaître de la réelle politique. Quelle appréciation à ce niveau également? Wilane est un peu dans son rôle parce qu'il est le porte-parole du Parti Socialiste. Oui, et élément de Benno également. Élément de Benno, mais Wilane, il était équilibré. Mais Wilane était quelquefois dans des postures, quelquefois comme un jeu de yo-yo. On ne sait pas s'il est avec ou s'il est contre ou s'il est, etc. Parce que tout simplement, il est quelque part un tout petit peu, si je puis m'exprimer ainsi, le gardien du temple socialiste, et qu'il ne veut pas peut-être froisser certains. Réel politique ou calcul? Non, il est plus dans le réalisme politique. Le réalisme politique suppose forcément des calculs politiques. Ils sont tous, à mon sens, dans le même état aujourd'hui, complètement anesthésiés, que ce soit le PDS, même si le PDS a soutenu Diomaye, le PDS est anesthésié parce que le PDS déjà n'avait pas de candidat. On attendait son candidat qui n'est jamais venu, Karim Wade. Et le PDS aujourd'hui ne peut pas crier haut et fort sur les questions essentielles auxquelles s'attaque le gouvernement et les résolutions qui ont été prises. Il est dans l'observation participante. Vous avez le Parti Socialiste qui est complètement éclaté, mais complètement éclaté, et qui va avoir un problème de leadership à partir du moment où il va falloir réunir la grande famille socialiste et au-delà les partis de gauche qui vont s'allier au Parti Socialiste. Et Benno, on a vu que certains membres de Benno sont partis. Je veux parler de l'ancien directeur de comment on appelle ça, Souleymane Ndiaye, qui était directeur de la SAPCO, qui a largué les amarres et qui est parti. Et vous en avez d'autres qui, par communication interposée, montrent quand même d'une défiance maintenant
à l'égard de Benno. Et Alors, là, il va y avoir aussi de la recomposition. Justement, vous l'avez trouvé, la transition est trouvée. Est-ce que les élections législatives permettraient de régler ce problème de recomposition politique? Mais forcément, Oui. je veux dire, quelquefois, c'est la réalité politique qui t'impose le format, en tout cas, à adopter. En face de Yewwi Askan Wi, vous avez le Parti socialiste, l'APR, et même le PDS, ou même le parti ou le mouvement de Bougane Gueye Dany, etc. À un moment donné, il va falloir, s'ils veulent être présents dans l'hémicycle et pouvoir peser sur les décisions politiques, trouver en tout cas une entente, une coalition, ou en tout cas une manière de fédérer leurs efforts, ou même quelquefois même des arguments politiques, aller dans un même sens pour pouvoir faire face aux actuels tenants du pouvoir. Donc il va y avoir de la recomposition. Et c'est là où la politique, justement, va reprendre ses droits. Parce que est-ce que ce sera une reposition sur la base d'un programme commun, ou est-ce que ce sera une recomposition sur la base de leadership ajouté et qui vont faire bloc en face des nouveaux tenants du pouvoir. Et on sait qu'un pouvoir nouvellement élu dispose toujours des coudées assez franches, quelquefois pour chercher à démanteler justement cette tendance à vouloir se regrouper. Et on verra ce que cela donnera. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui, et ça, les observateurs n'y font pas très attention. À chaque fois qu'il y a une présidentielle, dans les 3 mois qui suivent, ou dans les 6 mois qui suivent, vous avez des actes de transhumance politique qui se créent. On ne parle pas de transhumance politique depuis. La porte, elle est fermée. On a peut-être parlé de velléité de transhumance politique en parlant de Souleymane Jules Diop et de Mame Boye Diao pour leur déclaration, ou peut-être le clin d'œil vers les nouveaux tenants du pouvoir. Mais c'est parce que la posture politique était la sienne, en tout cas qui était celle de nouveaux tenants du pouvoir quand ils étaient dans l'opposition, c'était ni compromis, ni compromission et bannissement total de la transhumance politique. Ça pourrait peut-être se faire sous d'autres formes. Mais en tout cas... Et l'issue des prochaines législatives permettra de voir beaucoup plus clair en termes de recomposition. En tout cas, on aura une vue assez synoptique de ce que sera cette probable recomposition politique. Et cela aiderait à assainir. Qui pourrait émerger. Cela aiderait à assainir. Assainir, je ne dirais pas, c'est pas le terme, c'est peut-être le terme que j'utiliserai, mais en tout cas, ça va permettre de redistribuer les cartes. De redistribuer les cartes au moment Thiam, conseiller en communication. Oui, justement, dans le prolongement, oui, la France est attendue également. Il s'agit de ces élections législatives. La France. Thiam, le mode de gouvernance, quand je fais allusion à cela, c'est pour parler du présidentialisme. Un président se lève, dissout l'Assemblée nationale et justement soumet les électeurs français à un vote. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, à l'aube quand même de la mondialisation et de la mondialisation même de la chose politique, quand je parle de mondialisation politique, ce que je veux dire par là, c'est que la politique aujourd'hui n'est plus l'affaire uniquement des élites politiques. C'est l'affaire de tout un chacun, parce qu'à travers les réseaux sociaux, avec Internet, la politique devient accessible à tout un chacun. Nous ne sommes plus des réceptacles de la chose politique, nous sommes tout un chacun, nous sommes des acteurs de la chose politique, puisque l'on participe à des débats, à des forums, et on a le temps de réagir ou d'interréagir. Et sous ce registre-là, le présidentialisme n'a pas vraiment son sens d'avant, pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, un acte politique qui est posé par un président de la République, vous avez toute une communauté d'internautes qui peut surenchérir là-dessus et qui peut amener quelquefois même à faire revenir sur la décision. Alors qu'avant, la décision émanait d'un président de la République et on l'appliquait, le gouvernement l'appliquait. Aujourd'hui, vous avez les internautes qui réagissent, qui interréagissent sur des questions essentielles, que ce soit sur la sécurité, sur l'immigration, puisqu'on parle de la France, sur la nationalité, sur l'intégration, etc. Et que ça peut amener quelquefois au président de la République le moyen de se dire, bon, finalement, est-ce qu'il faut continuer dans cette direction-là ou est-ce qu'il faut revoir la décision? Et ça a été le cas sur ces questions-là, en tout cas en France. L'hyperprésidentialisme n'a pas de sens aujourd'hui au moment où l'acteur
le citoyen est devenu un acteur politique, n'est plus un réceptacle de la chose politique, c'est-à-dire ne consomme pas la politique ou ne la subisse pas, mais interréagit et devient acteur même, quelquefois même dans la prise de décision, puisqu'il peut influencer la prise de décision. C'est pas pour rien que les hommes politiques aujourd'hui, pour prendre une décision, commencent par tweeter ou écrire sur leur page pour voir derrière comment va réagir l'opinion et pouvoir ajuster la décision. Un bon testing. Et fort de cela, le président Macron l'a montré, en tout cas puisqu'on parle de l'actualité française, à partir du moment où les élections européennes ont vu une poussée assez impressionnante de l'extrême droite, notamment en France. Je vous parlais du Rassemblement national qui a remplacé le Front national. Le président Macron a dissous l'Assemblée nationale. C'est une décision qui, à mon sens, crée une double peine pour les Français. Cette première peine, c'est quoi? Assez surpris quand même. C'est d'abord l'effet de surprise qui est que on sort d'une élection, on s'achemine vers une autre élection alors qu'il y a d'autres urgences. Il n'y avait pas de lien, finalement. Non, il y avait d'autres urgences en France. L'urgence, c'était quoi? C'était une urgence qui était heureuse, qui sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques vont se dérouler au mois de juillet. Et vous plongez les Français dans une ambiance politico-électorale où on ne parle même plus des Jeux Olympiques, on ne parle que des extrêmes. L'extrême gauche, incarné par Jean-Luc Mélenchon, et l'extrême droite, avec Bardella aux commandes, à côté de Marine Le Pen. Bardella, Et quelle image donne la France au reste du monde à l'aube de ces Jeux Olympiques, qui sont des Jeux Olympiques, qui sont des Jeux Olympiques pluriels, puisque le monde entier va se retrouver en France, toute catégorie confondue, toute ethnie confondue, toute nationalité confondue, on va être dans un schéma où on ne parlera que de l'exclusion de l'autre, que de l'immigration, que des binationaux, etc., etc., etc. Permettez-moi d'ailleurs de faire une anecdote compte tenu de la dernière décision de M. Bardella, président du Rassemblement national, pour les binationaux, demain, Premier ministre, une de ses premières décisions, c'est le non-accès des binationaux à certains postes de responsabilité. Clés. Mais, anecdote pour anecdote, j'ai envie de dire, si on se place dans cette hypothèse, que serait l'équipe de France de football aujourd'hui? En plus, on parle d'équipe de France. Il faut peut-être redéfinir. On parle de footballeurs. Les postes clairs, de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on y met? Et qu'est-ce qu'on y met en parlant de postes. Mais ça, c'est pour l'anecdote. C'est pour vous dire jusqu'où on a poussé le débat. Mais l'autre peine que subissent les Français aujourd'hui, c'est ce débat caractérise ce qu'on appelle les Français de souche, les binationaux, les Français d'origine étrangère. Alors que quand la France gagne, on ne parle pas de Français d'origine étrangère. Quand la France a gagné la Coupe du Monde 98 et que sur les Champs-Élysées, le nom de Zidane était écrit Zidane président, on disait pas Zidane le binational. Non. Et ce traumatisme-là a réveillé aujourd'hui la parole raciste, la parole xénophobe et la parole stigmatisante. Aujourd'hui, vous avez des pans entiers de journalistes issus de l'immigration qui font face à des menaces, qui reçoivent des menaces écrites. Les gens ne s'en cachent plus. Vous avez sur les plateaux de télévision des journalistes qui sont... Mais on l'a libéré. Mais on a libéré plutôt la parole. Vous avez une émission culte qui est envoyée spéciale de France 2, pour ne pas les citer, où ces questions-là ont été abordées dans le cadre d'un reportage. Et vous avez une dame qui a comme voisine une ressortissante étrangère, une ressortissante africaine, qui est aide-soignante, et la dame, devant la caméra, la traite de tous les noms d'oiseaux et lui dit « Retourne dans ta niche ». Et je viens de voir, et ça c'est à Elle a été sanctionnée. J'ai vu que cette dame a été sanctionnée, a été relevée de ses fonctions parce qu'elle travaille dans l'administration judiciaire, et que cette dame qui a fait l'objet de ces propos racistes a porté plainte, et l'affaire
prend de l'ampleur. Oui. Vous avez aussi d'autres journalistes qui sont d'origine algérienne, Mohamed Bouafsi, etc., tout ça, qui se sont exprimés sur des plateaux et qui disent qu'ils reçoivent des menaces de mort. Oui. Mais finalement, à l'allure, donc en y regardant de plus près, c'est comme qui dirait le Front National seul contre tous, finalement. Mais seul contre Avez-vous tous. l'impression, finalement, qu'au soir de l'élection du deuxième tour, oui, ce que craignent beaucoup, si cette cohabitation aura-t-elle lieu? Mais vous savez, la France a fait l'objet, a expérimenté la cohabitation sous Mitterrand Oui, sous et Chirac. sous Jacques Chirac. Oui. Et quelquefois, certains y ont vu quand même des rebondissements spectaculaires en termes de gestion politique, quelquefois qui n'honorent pas en tout cas les citoyens français. Et que le président de la République gardait toujours son pouvoir décisionnel. En tout cas, Mitterrand Mitterrand, en tout cas, Mitterrand l'avait bien réussi. Mais si demain on est dans le scénario où l'extrême droite, en tout cas, gagne les élections législatives et que le président Macron soit obligé de nommer Bardella Premier ministre, on sera en face quand même d'une cohabitation assez inédite, où vous avez un président de la République qui si d'un point de vue politique, on peut dire qu'il est de social-démocrate ou plutôt de droite, et un Premier ministre extrême droite, même qui a des origines algérien-italiennes, et qui va mettre en place sa politique telle qu'il avait promis aux Français. Mais qu'est-ce que la France deviendra? Et on en arrive aujourd'hui à parler même de possibilités de guerre civile. C'est un bien grand mot, c'est un bien gros mot, si j'ose dire. Mais la France sera écartelée dans ses propres contradictions. La France a toujours été en tout cas, un ce terre sera d'accueil. une expérience pour la France de découvrir, en ayant testé justement le socialisme, le libéralisme, la social-démocratie. Pourquoi pas le Front National? Pourrait-il se demander, les Français? Les gens aujourd'hui qui sont prêts à voter RN, ils vont vous dire on a expérimenté le socialisme, on a expérimenté le libéralisme, et pourquoi pas, on va leur donner leur chance. Mais si on leur dit, mais qu'est-ce qui vous amène fondamentalement à voter pour le RN? Mais ils vont vous dire l'immigration. Mais l'immigration, tous les pays européens le ça subissent. traduirait l'échec de la gouvernance sous Macron. Mais vous savez, parce que quelque part je ne parlerai pas d'échec de la gouvernance, mais peut-être de manquement. Peut-être de manquement. Ah, mais écoutez, regardez aujourd'hui, prenez l'exemple prenez l'exemple de l'Allemagne. Oui. Mais l'Allemagne aussi a fait face à ces vagues migratoires. Et pourtant, l'Allemagne aujourd'hui vient de voter le 27 juin dernier une loi pour faciliter l'intégration des étrangers. Il suffit d'y vivre pendant 5 ans, de travailler, d'avoir des revenus, et vous pouvez prétendre à la nationalité allemande. Et vos propres enfants, avec tout, si on connaît l'histoire de l'Allemagne et ce traumatisme avec justement ce pouvoir hitlérien qui a fait que les Juifs ont été combattus, ont été incinérés par milliers et des milliers, ce traumatisme est toujours là. Et pourtant, on dit de l'extrême droite, ils sont antisémites, tout ce que vous voulez. Et l'Allemagne a réussi aujourd'hui à faire voter une loi pour l'intégration des étrangers et permettre à ceux qui sont là et qui vivent convenablement, c'est-à-dire en ayant un travail et des revenus, et qui ont même de la famille, de pouvoir bénéficier de la nationalité allemande. Plus loin, au Japon, le Japon qui était réfractaire, qui ne voulait pas ouvrir ses frontières aux étrangers, qui trouve aujourd'hui que sa population vieillit et qui fait appel à la main-d'œuvre étrangère. La France, toutes les enquêtes ont montré que le tissu économique a besoin de cette main-d'œuvre étrangère. Et malheureusement, la France aujourd'hui va s'arc-bouter autour du programme proposé par le Rassemblement national parce que, soi-disant, et ça c'est les enquêtes qui le prouvent, mais il faut toujours rappeler un élément de taille, c'est que les enquêtes, ce sont des instants de l'opinion, c'est comme les sondages. C'est par rapport à un contexte bien précis. On a vu la vague migratoire avec les jeunes qui prennent les embarcations, mais la France n'est pas assez impactée par cela, c'est plutôt l'Espagne qui est impactée par cela. Mais on a vu les questions d'insécurité, la question liée au djihadisme, et tout cela, le Français qui vote aujourd'hui Rassemblement national le met sur le dos de l'immigration et stigmatise davantage les populations issues de cette vague migratoire, et ça fait justement la niche, et ça fait l'affaire du Front National et donc du Rassemblement National. En tout cas, le premier tour de la prochaine élection législative est attendu dimanche prochain. Justement, on suivra de très près l'évolution
et justement commentera l'actualité, parce que quelque part, c'est cela la géopolitique. La relation bilatérale avec la France, le président Bassirou Diomaye Faye, vous l'avez dit, a rencontré son homologue français au détour justement d'une visite en France. Aujourd'hui, cette relation bilatérale est sujet à questionnement. Oui, de ce point de vue également, quel avenir cette relation? Mais vous savez, de toute manière, les nouveaux tenants du pouvoir sont pour une redéfinition des relations bilatérales avec la France. Maintenant, il faut se rappeler de deux choses. La première chose, c'est que cette tradition de relations bilatérales avec la France... Pour rappeler que vous avez été consul. Qui trouve ses fondements dans ce qu'on a appelé la francophonie, mais aussi dans l'histoire de la France, entre la France et le Sénégal. On n'était même pas encore né. C'était bien avant les indépendances. Donc, aujourd'hui, redéfinir cela, c'est s'attaquer aussi à des pans entiers de tout ce qui tourne autour des relations avec la France. Ce n'est pas une mince affaire. C'est bien dans l'argument et dans la communication de dire il faut traiter d'égal à égal, mais il faut y aller de manière pas sporadique, mais de manière bien organisée. Parce qu'on a bien dit que la France réduisait en tout cas le nombre de militaires, de ses troupes présentes en Afrique et particulièrement au Sénégal. Au même moment, la France vient de nommer un commandant français, un général français, comme étant celui qui va justement gérer ces questions de la présence militaire française en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France peut diminuer ses troupes, mais la France aura toujours, en tout cas, cette empreinte, ce pied au Sénégal, mais aussi dans les pays. Oui, mais le Sénégal est clair sur ce point. Le Sénégal est clair sur ce point, tout à fait. Maintenant, plus question quand même de laisser ces troupes étrangères justement rester dans nos pays, dans le cadre du souverainisme. Mais la question qu'il faut se poser, c'est si demain la configuration de l'Assemblée nationale française change et qu'il y ait une nouvelle majorité autour du Rassemblement national avec un Bardella Premier ministre, et que seront ces discussions? Que sera la nouvelle orientation de la politique française au Sénégal, donc des relations entre la France et le Sénégal? Le Sénégal est clair sur ce plan. C'est une question. C'est clair sur ce plan, de toute façon, par rapport à la présence des troupes étrangères, notamment françaises, mais surtout les questions économiques, les questions sociales. Certainement, on y reviendra pour voir de quoi il s'agira sur ces questions géopolitiques. La Mauritanie, les électeurs mauritaniens sont appelés justement aux urnes. Là également, va-t-il être réélu ou ce sera stop pour l'actuel président mauritanien? De ce point de vue également, c'est au soir de ce scrutin mauritanien. Mais oui, mais moi je viens de voir qu'à 17h, ils étaient à 40% de taux de participation. Cela veut dire que les Mauritaniens quand même ont un œil assez attentif et participent quand même de plus en plus aux destinées de leur pays. Et donc, pour le vote, il faut souhaiter que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas, en tout cas, de troubles et qui entachent l'issue de ce vote et que le meilleur gagne. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler, mais c'est une transition, puisqu'on parle de la Mauritanie, de ses relations aussi avec le Sénégal, mais aussi avec le Maroc, de présenter les condoléances aux Marocains qui vivent sur notre sol avec le décès de la reine, de la maman, de la princesse en tout cas, et maman de l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, qui vient de décéder, et que c'est l'occasion de présenter les condoléances en tout cas au roi, à l'ensemble de la communauté marocaine qui vit au Sénégal. Merci beaucoup Momar Thiam. Merci à vous. Ça a encore été une fois un réel plaisir de décortiquer l'actualité, cette actualité fort en rebondissement avec ce à quoi nous assistons à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons pour justement vous faire vivre la suite. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Mordo Faye et son invité Doulouad s'installent. C'est dans le cadre de Yanovi. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Pape Abdoulaye Dieye et Pape Ndoye, le duo pour ce qui est du digital. Excellente suite. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir et à dimanche prochain. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam
dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé